Bonjour à tous, bienvenue sur Fait Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneuses créatives. Je suis Mélanie, la créatrice de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Depuis 1 an et demi, je reçois des illustratrices, des aquarellistes, des créatrices qui travaillent le papier, le tissu ou le fil, ou qui créent des Do It Yourself. À chaque fois, c'est passionnant et tellement inspirant d'entendre ces artistes nous parler de leur passion dont elles ont fait leur métier. Et mine de rien, on s'approche petit à petit du 50e épisode. Aujourd'hui, je reçois Laura L'Huillier, que vous êtes nombreuses et nombreux à m'avoir recommandé. Je suis heureuse d'avoir découvert grâce à vous son chouette univers très coloré et poétique. Laura, dont le nom d'artiste est Arual, est illustratrice depuis 3 ans à temps plein. Elle nous raconte son parcours et la manière dont elle a démarré tout de suite à son compte à la sortie de ses études. Laura travaille à la fois pour des particuliers et pour des entreprises. Elle a créé une collection de papeterie, de posters et d'originaux qu'elle vend sur sa propre boutique en ligne. Et elle travaille donc également sur des projets clients pour l'édition ou la mode par exemple. Laura nous a dévoilé quelques-uns de ses projets à venir. Elle nous a dévoilé aussi ses envies et ce qu'elle aime faire quand elle ne dessine pas. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Laura, je suis très contente de t'accueillir sur le podcast Fait Main. Bienvenue à toi. Merci Mélanie, je suis très contente d'être là aujourd'hui. Bon, alors on va, pour démarrer, je te propose de te présenter en quelques mots et de nous dire qui tu es. Ok, moi c'est Laura, ou Arual dans l'autre sens, enfin écrit à l'envers. C'est un peu le nom de ta marque finalement. Oui, c'est ça, c'est un peu le nom de ma marque, nom d'artiste. Mmh. J'avais envie un peu de séparer mon prénom et puis mon travail en fait, je trouvais ça rigolo. Et du coup, je suis illustratrice depuis 3 ans bientôt à temps plein. Avant ça, j'ai fait des études de graphisme et du coup, je suis en freelance depuis 5 ans. Et voilà, sinon j'habite à Lyon et je pense que c'est pas mal. Pour une première question, c'est pas mal. Et tu as quel âge? Si c'est pas indiscret, mais je crois pas, t'es super jeune. Généralement, ça ne pose pas de soucis. Oui, c'est ça. J'ai 26 ans et j'aurai bientôt 27 ans. Ouais, donc ta formation initiale, c'est vraiment, enfin je veux dire, il n'y a pas eu de reconversion quoi. Tu as appris le métier de graphiste et maintenant t'es à ton compte et t'as quasiment, enfin t'as pas eu d'expérience autre avant. Non, c'est ça. En fait, tout s'est déroulé sans embûche, on peut dire. Mais c'est génial. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. En fait, j'étais déjà en freelance au moment de mes études. D'accord. Donc en fait, j'ai pas eu aussi à faire un grand pas dans le vide et j'ai pas eu de stress en fait à me lancer après mes études. Ouais. Parce que du coup, j'avais déjà des clients qui sont restés. Donc en fait, ça s'est fait vraiment naturellement et j'ai pas eu ce stress de me lancer en freelance. Donc en fait, oui, c'est plutôt chouette. Oui, et du coup, t'as pas eu vraiment besoin de décider à te lancer en freelance. Parce que finalement, c'était la continuité de ce que tu avais connu pendant tes études. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, il y a toujours besoin en fait de faire ce pas, de se dire bon bah allez, je risque un peu tout et puis je me lance en freelance. C'est vrai que moi, du coup, en fait, tout s'est fait naturellement. Je me suis jamais imaginée être employée. Ah ouais. Je me suis toujours dit que je serais freelance. En fait, je trouvais que ça me correspondait vraiment bien. Mmh. Et du coup, je me suis jamais posé de questions et tout s'est fait comme ça. Et alors, je te posais la question peut-être un peu bizarrement de savoir si tu avais eu une expérience avant, parce qu'en fait, la grande majorité des personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent pour le podcast, ce sont quasiment que des parcours de reconversion ou du moins il y a eu un premier métier différent avant et ensuite un deuxième métier plus tard. Tu vois, plus ou moins plus tard. Peut-être que tu connais l'encrerie Marine. Marine, elle est assez... Oui. Voilà, Marine, elle est lyonnaise aussi, sur ça. Oui, je l'ai déjà croisée. Et voilà, qui a un petit peu quand même qui avait fait des arts appliqués, etc. Et puis qui est assez jeune, donc c'est pareil, elle a pas fait des années et des années d'emploi précédemment qui étaient vraiment très différentes. Donc, enfin voilà, ça me fait penser un peu à ce même parcours. Mais voilà, souvent en fait, il y a eu un autre métier avant et c'est pour ça que je posais la question. Oui, c'est vrai. Oui, pour le coup, après, enfin, on peut
je sais pas si on peut considérer ça comme une reconversion de passer du graphisme à l'illustration. Enfin, parce que c'est pas totalement différent dans le sens où je faisais déjà de l'illustration, par exemple pour des projets de graphisme. Donc en fait, j'ai simplement abandonné un peu la partie purement graphiste, on va dire, pour faire que du dessin. Mais c'est pas une reconversion, quoi. C'est plus. Oui. Oui, parce que alors selon un peu comment dire son propre métier, la différence entre graphisme et illustration, elle est tu vois. Alors moi j'ai quand même beaucoup travaillé avec des graphistes, etc. Mais même pour moi la différence elle est assez minime. Alors s'il y en a vraiment une, je veux bien que tu nous l'expliques. Oui, parce que c'est vrai que souvent, en tout cas, je connais beaucoup de graphistes qui font aussi de l'illustration. Ouais. Et inversement. Mais moi, par exemple, quand je parle d'avoir abandonné vraiment la casquette de graphiste, c'est que je fais plus du tout de projet, par exemple, d'identité visuelle, du logo. Enfin, vraiment, je fais vraiment que du dessin. Ça enlève quand même une grosse partie de projet. D'accord. Donc, ouais, je dirais que c'est plutôt enlever toute la partie identité pour les autres marques, par exemple. Donc tu vas pas, on te sollicite pas pour faire son site web, pour faire son logo, etc. quoi. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est des choses que je faisais avant et que je fais plus du tout maintenant. Ouais, d'accord. Et comment ça s'est passé ta formation initiale à l'école? Je pense par rapport à, tu vois, peut-être comment dire, la manière de s'engager dans ces études-là. Parce que, encore une fois, par rapport à toutes les rencontres, les interviews que j'ai faites jusqu'à présent, des fois, le rôle de soit des parents, soit des instances, tu vois, un peu liées à l'orientation, etc., nous mène pas nécessairement vers cette voie-là, même si ça peut être le souhait de la personne ou même des parents, tu vois, qui poussent. Comment ça s'est passé pour toi? Alors moi, du coup, j'ai commencé en fait par un bac art appliqué. Ouais. Je sais pas que je me suis retrouvée là par hasard, mais en fait, je me voyais, en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire plus tard comme métier, comme beaucoup de gens qui sont au collège. C'est un peu compliqué. Ouais, c'est sûr. C'est vrai que c'est compliqué de se projeter 10 ans après Ouais. dans un métier quand t'as 14 ans. Et en fait, j'étais bonne à l'école, mais j'avais pas forcément une matière où j'étais excellente. Et du coup, je me voyais ni en littéraire, ni en sciences. Enfin, vraiment, je savais pas du tout ce qui pouvait être fait pour moi, en fait. Et j'ai une amie, du coup, qui m'a parlé de ce bac. Et en fait, j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire des études dans l'art. En fait, j'avais pas du tout conscience que c'était possible déjà dès la seconde. Et du coup, je me suis retrouvée en art appliqué. C'était vraiment génial. Après, ma famille, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, donc j'ai pas eu de barrière de ce côté. En fait. T'as pas eu besoin de te battre? Non, pas du tout. Ouais, super. Non, ils étaient contents que j'aille à l'école déjà. C'est déjà bien. Ok. Et après le bac, alors t'as fait quoi? Après le bac, j'ai fait un BTS en communication visuelle. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai adoré toutes les matières que j'ai pu découvrir pendant les 3 années de bac. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire un truc un peu dans le graphisme, la com, parce que c'est un peu large. En fait, ça permet de faire de la photo, du dessin. C'est un peu une branche qui va te permettre de quand même toucher à plusieurs aspects de l'art, on peut dire. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi. Puis c'est peut-être aussi la branche où il y avait le plus de débouchés au niveau de l'art. Et donc, du coup, je me suis retrouvée en BTS à Toulouse en numérique. Donc là, j'ai appris à coder, à faire des montages vidéo, par exemple, des sites. Et ensuite, après ça, j'ai fait une licence en 1 an. Donc c'est une licence professionnelle en création publicitaire. Donc là, ça m'a pas du tout plu. Ouais. Pour le coup, c'était pas du tout créatif, très axé marketing, comment manipuler les gens pour qu'ils achètent le plus. Enfin, je trouvais ça horrible. Ça m'a vraiment ouvert les yeux.
Et, Bon, je fais du marketing, mais je manipule pas les gens, promis. ouais, non, mais après, il y a des Oui, manières de faire les choses, quoi. complètement. Mais là, c'était vraiment, enfin, ça m'a montré, en fait, déjà que je voulais pas aller, par exemple, en agence de pub. Ouais. Déjà, j'ai fermé cette porte. Et ensuite, j'ai fini par un DSA. Du coup, c'est l'équivalent d'un master en design graphique. D'accord. Où là, du coup, c'était tout le contraire, quoi. C'était hyper, enfin, il y avait pas c'était vraiment très créatif et très sur la réflexion. Enfin, on a vraiment réfléchi autour des projets, des significations. Enfin, c'était chouette et c'était intéressant parce que ça m'a vraiment permis de faire avancer ma réflexion et mon travail. D'accord. Donc voilà, j'ai fini par ça. D'accord. Il y avait moins ce côté peut-être un peu business qui te parlait moins. Oui, voilà, c'est ça. C'était vraiment tout le contraire. Mm. Après, je trouve que c'était peut-être un peu trop le contraire. Ça manquait peut-être un peu de réalité en fait Mm. finalement. Mm. Mais moi, après, vu que j'étais en freelance à côté, c'était chouette parce que j'avais quand même les pieds sur terre, quoi. Parce que Ouais, la réalité avec ouais, tes c'est clients. ça. Ouais, ouais. J'avais des vrais projets et du coup des vraies contraintes de la vie réelle. Hein. Plus du coup ces cours qui étaient chouettes aussi. Donc je pense que c'était bien de faire les deux. Ouais. Et est-ce que dans tout ce cursus-là, peut-être à un moment donné et pas à un autre, est-ce qu'on t'a appris aussi justement un petit peu à travailler pour des clients, à peut-être être freelance? Toi, est-ce que vraiment il y avait que le côté artistique ou le côté design qui a été abordé, ou est-ce qu'il y avait quand même un peu ce côté entrepreneuriat, tu vois, gestion d'entreprise, enfin gestion d'une Ouais. micro-entreprise, etc. Moi, je trouve que on n'a pas du tout été assez formé justement à l'entrepreneuriat, par exemple, ou même à. En fait, je trouve que c'était vraiment trop éloigné de la réalité. Et du Ouais. coup, moi, je pouvais vraiment m'en rendre compte vu que je travaillais avec des clients. Je me rendais compte à quel point on était un peu trop dans les nuages, quoi, au niveau des projets, des demandes. C'était plus voué à former des artistes, enfin plus que vraiment quelqu'un qui va travailler sur des projets en Ouais, agence ou ouais. enfin c'était plus genre créer des graphistes artistes quoi, auteurs. Mm, mm. Ouais, je trouve que Et ça manquait de ça. oui, parce que c'est quand même pas anodin de finalement t'es chef d'entreprise. Alors tu t'as peut-être pas vocation à employer plusieurs personnes, etc. Mais tu dois quand même mener ta barque et ne serait-ce que fixer ses prix, faire toute la partie administrative de gestion, de compta, etc. C'est quand même des choses qui s'apprennent un peu. Et donc du coup, ça forme pas à ça. Non, malheureusement, c'est souvent quand on se lance un peu tout seul, on doit se former Ouais, soi-même en fait. ouais. Après, on peut toujours compter sur des conseils d'autres freelances, par exemple, ou des amis qui sont déjà à leur compte. Après, Mhm. sur Internet, il y a énormément de ressources. Mais c'est vrai que c'est pas forcément à l'école qu'on va apprendre cette partie. Et c'est peut-être dommage, effectivement. Ouais. Non mais enfin comme ça spontanément, je pense qu'effectivement que c'est dommage parce que ça serait mieux, ça serait plus complet. Mais après, je sais Oui. pas la proportion de personnes qui finalement, tu vois, s'orientent vers un métier en freelance versus ceux qui de toute façon vont travailler en agence et qui vont apprendre à travailler au départ en tant que junior, tu vois, dans une entreprise. Mm. Oui, Donc, c'est vrai que tu vois, peut-être qu'en fait c'est marginal et que bon, je oui, sais c'est pas. peut-être Hein. ça en fait. Je sais pas. Tout simplement, c'est Bon. Et alors, donc voilà, 5 ans que tu es freelance et 3 ans vraiment à temps plein, c'est ça? à temps plein en tant qu'illustratrice. Enfin, en Ouais, gros, ça fait 3 ans que je fais plus de graphisme. ouais, d'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce que tu fais exactement? À qui tu vends? Quelles prestations tu proposes? Sachant que si j'ai bien suivi ton compte Instagram, il y a une partie de choses que tu vas vendre sur ta boutique en ligne et une partie après de collaboration peut-être avec des marques et
peut-être de projets pour des clients. Je pense la collaboration, je pense avec les sacs Kabayak, là que c'est tout frais. Oui. Voilà, donc on est fin janvier, donc c'est quelque chose que tu as sorti il y a, je sais pas, une dizaine de jours, 15 jours. Ouais, la semaine dernière, c'est ça. Voilà. Et enfin voilà, comment tu organises un petit peu tes activités entre ce que tu fais pour les particuliers avec ta boutique en ligne et puis après les activités avec les entreprises? On va dire que mon activité, c'est 70% de projets avec des clients, donc avec des entreprises, des marques. Et le reste, c'est vraiment ma boutique. Sachant que, en fait, la boutique, c'était pas un but en soi. C'est vraiment genre, j'ai eu des demandes de print à un moment, il y a 2 ans. Et je me suis dit, oui, c'est vrai que ça pourrait être chouette de proposer quelques produits. Et du coup, j'ai fait ma petite boutique Etsy. Et finalement, ça a bien marché. Donc, du coup, maintenant, c'est quand même... ça fait quand même une partie importante de mon activité, mais principalement je travaille quand même sur des collaborations et des projets. D'accord. Et alors on va parler des deux. Peut-être si on démarre sur la partie boutique, est-ce que comment dire, est-ce que toute la partie un peu logistique, des fois on peut se dire bon ça peut être un peu rigolo de mettre sous pli, etc., de préparer les commandes, mais des fois on se dit bon bah en fait c'est peut-être rigolo les 5 premières minutes. Et t'en es où par rapport à ça? Alors c'est exactement ça. Il y a un moment où j'ai traversé ce feeling quoi, parce que en fait c'est vrai que quand t'as 3-4 commandes à faire dans la journée, c'est chouette, c'est un petit moment sympa où tu prends soin d'emballer et tout ça, faire des choses joliment. Mais par exemple quand ça passe à 30 commandes, là c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que ça prend un temps fou en fait. Et en fait, j'ai simplement au fur et à mesure du temps réussi à repenser à ma manière d'emballer ou même la partie faire les timbres, les adresses, etc. pour vraiment que ça me prenne le moins de temps possible. Tout en étant toujours chouette, mais ouais, c'est ça, j'ai vraiment optimisé cette partie au fur et à mesure. Et ce qui fait que maintenant c'est au point. Ouais, ça roule. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est une partie qui peut prendre énormément de temps si on n'est pas bien organisé ou si tout n'est pas parfaitement au point. Donc, c'est vraiment un truc sur lequel il faut travailler quand ça se développe, ça c'est sûr. Oui, au départ, c'est pas très grave si c'est un peu artisanal, et puis dès que ça se développe un peu, il faut peut-être aussi ne serait-ce qu'avoir un vrai endroit pour emballer, avec toutes les choses qui sont bien mises en ordre et tout, comme dans un petit magasin, quoi, avec. Oui, c'est ça. C'était un peu mon problème en fait à la base parce que du coup j'emballais tout chez moi. J'avais des cartons un peu partout, des papiers à plein d'endroits. Enfin, j'étais un peu perdue en fait c'était pas optimisé, mais en même temps c'est normal, c'était pas un espace fait pour ça quoi. Du coup maintenant j'ai un bureau à Lyon que je partage avec ma meilleure amie et une autre amie illustratrice. Et là du coup j'ai la place maintenant d'organiser tout. J'ai tout à disposition, tout a une place. Enfin, vraiment, ça va vraiment plus vite, c'est sûr, quand tout est à la bonne place. C'est ça, t'as pas besoin de ressortir à chaque fois, alors mon scotch, mon machin. Voilà, c'est ça. Ok. Et au bout de combien de temps t'as pris un bureau comme ça en coworking? En fait, avant, j'habitais à la campagne, vers Chaumont, en Haute-Marne. Et du coup, il y avait pas de coworking, quoi. Et du coup, j'étais à la maison. Mais quand je suis arrivée à Lyon, on va dire que... en fait, j'ai cherché un bureau tout de suite, mais bon, il y a eu le coronavirus. Du coup, ça a un peu retardé les plans. Mais en gros, je suis arrivée en janvier et on a pris le bureau en juillet 2020. D'accord. Ouais, c'est encore ouais, voilà. Et c'est chouette. Surtout que du coup, c'est pas un coworking. Enfin, c'est vraiment notre bureau qu'on a décoré comme on voulait. Donc, c'est encore plus cool, quoi. J'ai coworking entre vous trois. Ouais, voilà, c'est ça. Pas avec d'autres.
Voilà. Ok, donc c'est tout frais. Et puis, du coup, ça te fait un peu une bulle d'air aussi pour sortir de chez toi. J'imagine que c'est... Enfin, ou c'est peut-être moi parce que j'en ai marre d'être en télétravail. J'ai envie de sortir. Non, 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 c'est complètement vrai. C'est vrai que moi, à un moment, genre, je pouvais ne pas sortir pendant 3 jours, 4 jours. Je Ouais. me disais, mais quand même, c'est un petit peu abusé. Enfin, rester vraiment à la maison tout le temps. Du coup, maintenant, c'est chouette parce que ça me donne une raison de sortir, de me préparer. Ouais. Euh, et du coup, de voir des gens aussi. Ça, c'est chouette. Parce que la solitude, alors là c'est pareil, c'est un peu, j'ai l'impression de faire la fille, tu sais, qui a déjà eu 150 150 interviews et tout ça, mais bon, pas du tout, mais tu vois, à force, en fait, il y a quand même des choses qui reviennent. Et justement, est-ce que toi, la solitude, ça t'a pesé un petit peu ou parce qu'évidemment, avec les réseaux sociaux, on a quand même l'impression d'être toujours un peu connecté, entouré et Ouais, tout c'est ça. ça. Mais voilà, comment tu vis toi cette solitude entre guillemets de l'entrepreneur? Euh, ben en fait, je me sentais pas vraiment seule parce que du coup, comme tu disais, on est toujours un peu connecté avec les réseaux sociaux. Il y a toujours des gens avec qui discuter en fait, donc je me Ouais, sentais pas vraiment seule. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment changé de travailler avec du coup les filles parce que bah en fait je vais quasiment plus en fait sur mes réseaux sociaux par exemple pour discuter ou chercher un peu ce côté social parce que du coup j'ai quelqu'un à qui raconter tout ce qui me passe par la tête ouais, juste à ouais. côté de moi en fait donc c'est vrai que ça a juste changé de cette manière mais je me sentais pas vraiment seule. Et alors tu parlais du Covid. Est-ce que on a vu pas mal d'artistes ou d'entrepreneurs créatifs qui ont beaucoup plus développé leur boutique en ligne justement avec le Covid parce qu'il y avait des projets clients qui s'arrêtaient ou qui étaient en stand-by, etc. Donc Mhm. toute cette incertitude finalement, c'est ils ont déporté leur énergie sur d'autres choses et donc le sentiment que moi j'ai eu, c'est que il y en a beaucoup qui avaient beaucoup développé leur boutique en ligne à ce moment-là. Est-ce que toi, ça a été un peu pareil ou t'avais déjà lancé les choses avant Alors moi j'ai tout fermé pendant le Covid donc l'inverse? ça n'a pas voilà j'ai fait complètement l'inverse parce qu'en fait la poste à côté de chez moi était fermée donc du coup je devais aller à une autre poste qui était beaucoup plus loin enfin du coup c'était pas du tout le moment de sortir donc Ouais, alors c'est ça, vrai que je me c'était suis pendant le dit premier confinement. oui le premier Ouais. confinement ouais. Le premier confinement, effectivement, il y a beaucoup qui ont fait comme toi, Ouais, qui ont, ouais, voilà, qui ont stoppé. Ouais. Mm. ouais, là, à ce moment-là, j'ai tout stoppé. Et le deuxième, du coup, ça n'a à peu près rien changé Mm. pour moi parce que du coup, j'allais quand même au bureau bah, m'occuper de la boutique, bah, comme d'habitude, enfin, de la boutique en ligne, bien sûr. Euh, mais du coup, ça n'a pas, on va dire, c'est resté sur le même rythme Ouais, de la d'accord. normale. Ouais, ouais, ok. Et alors, donc dans ta boutique en ligne, tu proposes des illustrations. C'est pas toi qui les imprimes, tu les fais imprimer. Parce que là, c'est pareil, il y a souvent deux écoles, quoi. Soit on les fait Oui, c'est vrai. imprimer, soit on Euh, fait à la maison. bah, moi, du coup, je fais imprimer dans une imprimerie qui est à côté de Lyon. Mhm. Parce que bah, tout simplement, en fait, vu que je vends quand même des grandes quantités, du coup, je peux. Enfin, c'est trop compliqué de gérer moi-même les impressions. Ouais, Puis il faudrait vraiment investir dans une superbe imprimante qui imprime bien mais qui va vite aussi, donc ça serait un peu ouais, compliqué. ouais, ouais, Donc du coup, pour moi, ouais, ça va bien parce que les quantités que les imprimeurs demandent me conviennent, on va dire. ouais, d'accord. Mais c'est vrai que quand on débute, par exemple, ça peut être compliqué de tout de suite faire imprimer 50 exemplaires. Enfin, mes premières impressions, j'ai mis un moment à tout vendre, quoi. Oui, c'est ça, ce que j'allais te demander. En fait, c'est super dur d'estimer un volume. Ouais, De c'est très dur. voilà Mais combien tu vas vendre de telle illustration. Et puis tu peux avoir un montant, enfin une quantité minimum aussi pour les imprimeurs, parce que ce qui coûte cher chez l'imprimeur, c'est de lancer la machine. Le prix unitaire décroît assez vite. Donc oui, oui, c'est carrément. voilà, quand on fait imprimer 50 ou 100, finalement les 50 de plus valent quasi rien, quoi. C'est ça enfin le problème. Ouais, C'est totalement compréhensible en fait,
Mais c'est vrai que quand tu commandes une affiche chez l'imprimeur, elle va coûter très très cher. Voilà, vaut mieux l'imprimer à la maison, quoi. Mais par contre, quand on imprime 50, en fait, finalement, je me suis rendu compte que ça revenait à peu près au même prix, que ce soit moi qui le fasse ou l'imprimeur, en fait, quand c'est des quantités plus grandes. Donc, finalement, je me suis dit, bon, bah, je vais pas m'embêter à faire tout moi-même. Oui, parce que du coup, t'as pas toute cette logistique finalement qui t'incombe, quoi. Toi, tu passes commande, tu vas les récupérer ou éventuellement ils te les livrent et puis Oui, voilà, c'est ça. c'est Oui, beaucoup c'est plus vrai simple, ouais, qu'en pour plus, toi. ça rajoute vraiment enfin, d'imprimer soi-même, c'est vrai que ça doit rajouter encore pas mal de quantité de travail, du coup, il faut y penser aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon. Et sur ta partie client entreprise avec les projets avec les marques, donc tu fais beaucoup de collaborations comme avec Kabaya ou c'est plutôt après sur des projets pour les marques enfin parce que là ce projet dont je parle avec Kabaya c'est donc on voit bien les sacs à dos et en fait c'est une pochette qui se rajoute en fait pour personnaliser le sac à dos et donc ils ont je crois que c'est 6 illustratrices. Ah, je voulais peut-être illustrateur. Oui, c'est ça. Voilà, 6 illustratrices. 6 illustratrices. Et donc chacune a fait sa pochette, etc. Donc et puis la campagne était super sympa. Moi j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc là tu fais souvent ce type de projet ou c'est plutôt après des choses pour des entreprises directement qui vont utiliser pour leur propre. Tu vois pas avec une collaboration autant affichée. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, je dirais que c'est un peu 50-50. Ouais. Par exemple, je fais beaucoup de presse, d'illustrations d'articles ou des couvertures de magazines. Ouais, d'accord. Donc ça, par exemple, c'est pas en mon nom. Enfin, Ouais. voilà, par exemple, ça, voilà, c'est pas des collaborations. Et sinon, c'est vrai que je fais quand même pas mal de collaborations. Après, j'ai la chance de faire des projets dans à peu près tous les domaines. Ça, c'est chouette. Je fais pas toujours la même chose. Genre, ça peut être du motif pour des vêtements ou, par exemple, pour Kabaya, pour la pochette. Du coup, comme j'ai dit, je fais des dessins pour la presse. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre En fait, ah oui, j'ai fait des livres aussi. En fait, c'est cool, c'est vraiment très varié dans les demandes et les projets, donc je m'ennuie jamais. C'est toujours un nouveau truc à commencer, donc ça c'est chouette. J'ai pas vraiment un domaine dans lequel je suis spécialisée et c'est ça qui est plutôt cool. Ouais, je comprends. Et tu as beaucoup de prospection à faire toi-même ou c'est que finalement des contacts entrants qui te sollicitent et Maintenant, c'est que des gens qui viennent vers toi. directement vers moi, ouais. Ça c'est royal. Ouais, ça c'est c'est vrai que quand il y a plus à penser à ça, c'est un bon soulagement. Ah ouais, c'est clair. Bah, déjà de manière générale, quand on n'est pas commercial dans l'âme, donc c'est déjà Oui. la majeure partie des gens. Donc voilà, mis à part si vraiment on est commerçant dans l'âme, voilà, c'est toujours un boulot et donc voilà, si c'est pas ton cas, c'est chouette quoi. Mais c'est parce que ça fait des années aussi que tu travailles et que tu montres ton travail. Oui, c'est sûr. En fait, Ouais. au tout début, j'ai un peu démarché. Mhm. Enfin, j'ai envoyé quelques mails à des marques ou surtout des magazines en fait, Ouais. parce que au début, je voulais absolument être dans des magazines. Je trouvais ça trop chouette. Et du coup, enfin, c'était un peu mon rêve, genre d'être dans Flow Magazine. Ouais. Et du coup, bah, j'ai vraiment commencé à démarcher dans ce sens-là. Je me suis fait ma petite liste avec un répertoire de toutes les adresses mail, ouais, des magazines dans lesquels mon travail pouvait avoir sa place. En fait, il faut quand même bien sélectionner les univers. Ouais, il faut bien cibler. Ouais, histoire de pas perdre trop de son temps. Et du coup, j'ai envoyé plein de mails au tout début, donc il y a 3 ans. Et j'ai eu quelques réponses. Et du coup, c'est comme ça que ça a vraiment commencé, en fait, les magazines. Et en fait, une fois, en général, quand tu fais un projet dans un genre de domaine, en fait, ça permet aux gens de voir de quoi on est capable, en quelque sorte. Et du coup, ça permet aussi aux clients de se projeter pour leurs propres besoins. Donc, du coup, après, tout s'enchaîne un peu plus facilement, on va dire, une fois que tu as fait un premier projet.
Ouais. Et la part d'Instagram par rapport à toutes les demandes entrantes, c'est quoi? C'est vraiment important ou finalement avec le temps, tu vois que c'est moins prégnant, c'est moins important? Non, je pense que c'est vraiment 90% Ouais. de mes clients qui viennent d'Instagram en fait. Mmh. Le reste, c'est parce qu'en fait, je publie mon travail sur vraiment toutes les plateformes. Parce que ça, c'est vraiment important de montrer son travail et de montrer qu'on existe. Mmh. Et du coup, je publie mon travail également sur Behance, par exemple, Ouais. Mmh. Dribbble. Et du coup, j'ai aussi des demandes qui viennent d'autres réseaux sociaux. D'accord. Mais en tout cas, tout vient d'Internet. Ouais. Donc, ouais, faut pas négliger cette partie. Et ta communauté sur Insta, elle est donc très très conséquente. Elle s'est construite au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a eu des petits coups de boost des fois où tu as vu que grâce à tel truc, vraiment ça a donné un gros coup d'accélérateur? Comment ça s'est passé? C'est allé hyper vite. Ouais. Pour moi, je pense que ça a mis vraiment 2 ans à arriver à 100 000 abonnés. Mhm. Du coup, c'est vraiment revenu très vite. Et en fait, il n'y a pas eu d'événement qui a vraiment fait exploser l'avancée, mais en fait, je dirais que c'est vraiment à partir du moment où j'ai ouvert ma boutique que les choses se sont accélérées parce que du coup, quand tu ouvres une boutique, bah les gens ils vont relayer les photos de leurs achats, par exemple, Ouais. quand ils les reçoivent, ils sont contents de partager ça. Et du coup, ça permet que d'autres gens découvrent également ton travail. Et j'ai l'impression que c'est vraiment à ce moment-là que les choses se sont un peu accélérées. Parce qu'après, j'ai par exemple des blogueuses de décoration qui ont acheté mes illustrations et qui ont fait des photos, qui ont relayé mon travail. Et du coup, forcément, quand t'as des gens qui ont des très grosses communautés qui relaient ton travail, bah ça aide Mhm. fortement à te faire découvrir. Du coup, j'ai l'impression, en tout cas, enfin, j'ai pas de certitude, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a aidé à faire avancer les choses. Ouais, d'accord. Bon, parce que 100 000 en 2 ans, c'est vachement bien. Oui, non, c'est incroyable. Parce que moi, C'est j'en suis clair. à 3 800 en un an, hein, tu vois. Alors, en un an, j'atteindrai pas 100 000. Oui, c'est vrai Bon, que ben, c'est assez incroyable pour ah le coup. ouais, non, mais c'est super chouette. Tu travailles aussi donc avec une agence qui te représente, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, je suis représentée depuis 2 ans, je crois, maintenant. Ouais. Même 2 ans et demi, hein, le temps passe vite. Par l'agence Monica Velours. Du coup, il y a deux filles, Anaïs et Pauline. Donc du coup, j'ai deux agents ou agentes, je sais pas trop si on peut dire, La mais classe, t'en as deux. ouais, c'est ça, bah, elles travaillent ensemble Ouais. pour représenter toutes les filles qui sont dans l'agence, toutes les illustratrices. Mhm. Et ouais, bah du coup, c'est hyper chouette. Je suis vraiment très très contente. Non, mais c'est chouette. Et comment ça s'est passé? C'est toi qui les as démarchés? Parce que je crois qu'il y a un peu un mystère autour de ça. On se demande toujours un petit peu. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Oui, C'est c'est vrai. comment on fait? C'est quoi les secrets? C'est toi qui les as Alors, contactés ou elles t'ont démarché? non, en fait, c'est elle qui m'a contactée parce qu'à la base, il y avait que Anaïs. Mhm. Euh, En fait, j'ai l'impression que en France et même peut-être à l'étranger, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que c'est plus dans le sens là que ça fonctionne. Mhm. Parce que du coup, j'imagine que les agents ont un peu des gens en tête, des idées de personnes ou de styles d'illustration à ajouter à Mhm. leur book Portfolio. en fait. Ouais, Ouais. c'est ça. Et du coup, c'est pour ça que ça marche plus dans le sens là. Mais après, j'imagine que rien n'empêche d'envoyer un mail avec son travail pour déjà pour montrer que on existe. Donc, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter. S'il y a des gens qui veulent être représentés, faut pas hésiter à quand même envoyer des messages. Enfin, je pense que c'est quand même une porte d'accès quand même. Oui, voilà. Parce que des fois, on se dit bon, ben, je vais. Enfin,
Là, c'est pareil. C'est qu'il y a un peu deux écoles. Soit on se dit, bon, bah, je vais, entre guillemets, montrer un maximum ce que je sais faire, donc sur Instagram et éventuellement, comme tu disais, sur d'autres supports. Et puis, on va attendre, entre guillemets, que ça vienne. Et puis après, bah, si on veut accélérer un peu les choses, moi, j'ai un peu ce tempérament-là, à me dire, bon, bah, ok, mais maintenant, j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite. Patience, c'est mon mot 2021, tu vois, pour me freiner un peu et pour me dire, étends un peu. Mais voilà, donc effectivement de dire bon bah je vais prendre contact et essayer de faire avancer les choses quoi. Oui, c'est ça, parce que bah moi, ce qui est marrant, c'est que vraiment, elle m'a contactée pile au moment où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir un agent. Il faudrait que je fasse quelque chose, que je fasse des demandes et des recherches. Et genre vraiment, elle est arrivée quelques jours après, donc je me suis dit, bon, c'est incroyable. C'est Euh, c'est le j'ai- destin. ouais, c'est ça. Mais ouais, vraiment, faut pas hésiter à montrer qu'on existe, quoi, Ouais, et à se faire remarquer si en tout cas c'est vraiment un but d'avoir un agent, bah faut pas hésiter à se donner à fond. ouais. Et par contre, donc l'agent, elle te, enfin, alors bon, on va dire les agentes. Parce que je vais faire un petit clin d'œil à Mélanie Jean, qui est donc maintenant agent littéraire, et je crois qu'elle dit agente littéraire. Moi, j'ai encore un peu de mal. Je dis autrice sans problème, mais agente, ça me fait un peu bizarre. Les agentes qui te représentent, est-ce qu'elles finalement elles apportent toutes les prestations que tu as avec les entreprises ou bah, tu as quand même encore beaucoup de sollicitations entrantes via Instagram ou par ton site et finalement elles ont pas comment dire elles ont pas un rôle dans chaque prestation que tu fais. Alors les projets viennent en général directement de moi, en fait. D'accord. Bah après, c'est parce que du coup, vu que j'ai une communauté assez importante, les gens ils me démarchent directement, en fait, Mhm. sur mes comptes. Il n'y a pas vraiment un apport de projet. D'accord. Mais par contre, vraiment moi, la partie qui me sauve la vie, c'est c'est vraiment toute la partie négociation Ouais. avec les clients, toute la partie Contrat. Mm. administrative, les contrats, les prix, tout ça. Enfin moi, je suis vraiment complètement perdue avec ça. Même si bah, maintenant, à force, j'arriverai peut-être à mieux m'en sortir qu'au début. Mais en tout cas, au début, j'étais vraiment pas très douée pour fixer des prix justes. Pour Mm. moi, je veux dire, en tout cas. Je dévalorisais souvent mon travail. Et ça m'a vraiment extrêmement aidée, et ce qui fait que grâce à elle, du coup, je peux vraiment me concentrer à 100% juste sur la partie créa. Mm. Et en fait, je perds plus du tout de temps avec tout ce qui est administratif et négociation. Donc ça, c'est vraiment super chouette. Oui, mais là, je pense que tu vas faire rêver tout un tas de personnes. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment la bête noire, Ah toute oui. cette partie à la fois de fixer des prix, toute la partie gestion, négociation et en plus souvent tu sais on est des femmes et donc souvent on a tendance enfin c'est pas moi qui le dis hein, c'est j'ai lu plein de choses sur le sujet, on a tendance à se dévaloriser justement comme tu le disais. Et donc du coup à toujours se dire non mais attends c'est trop cher etc. Je vais pas mettre ce prix là alors que bah la réalité voudrait que si. Oui, Et c'est donc, ça. c'est vrai que d'avoir un tiers de confiance, en plus, finalement, c'est toi qui le rémunère. Hein, donc, j'imagine qu'elle travaille avec un pourcentage sur ce qu'elle, Oui, c'est ça. voilà, sur les prestations sur lesquelles vous travaillez de concert. Et donc, bah, nécessairement, elle est là pour défendre tes droits, en fait. Enfin, elles sont là pour défendre tes droits. Et donc, nécessairement, bah, ça se trouve, peut-être que ça te coûte aussi moins cher. Enfin, tu gagnes peut-être plus d'argent à faire comme ça, même si tu dois les rémunérer. Ah bah ça, j'en suis convaincue. Ouais, bien En tout sûr. cas, moi, c'est sûr, de mon Mmh. côté. Enfin, à chaque fois, j'étais complètement à côté de la réalité des prix, en fait. Ouais, Et ouais. du coup, même pour, par exemple, les contrats d'édition pour Mmh. les livres, etc. Enfin, c'est toujours très compliqué. Il y a plein de détails et de choses à bien négocier, en fait. Et du coup, ça, c'est vraiment chouette d'être épaulé par quelqu'un Ouais, ouais. pour tout ça. Enfin, franchement, je recommande à 100%.
Ouais. Ouais, ça te fait une charge mentale aussi, enfin que t'as plus du coup sur Voilà, cette partie-là, quoi. Ouais. Et tu te c'est ça. concentres vraiment sur le côté créatif et artistique. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il y a plus du tout d'inquiétude de, je sais pas, par exemple, de pas être payé ou d'être payé en retard. Genre, par exemple, tout ça, ça n'existe plus, quoi. Donc c'est aussi très Ah cool ouais. parce que moi, au début, ça m'est déjà arrivé tellement de fois d'être payé hyper en retard ou alors j'ai déjà eu un ou deux clients qui ont disparu. Donc ça, c'est chouette parce que ça n'arrive plus. Ouais, t'as pas de recouvrement à faire, c'est tout Et c'est ça, délégué, quoi. genre Ouais. même si tu travailles seul, enfin que t'es en Mm. freelance, genre tu te sens vraiment épaulé quoi. Donc ça c'est quand même vraiment cool. Ouais, bon, bah, c'est super. Alors là, on a parlé beaucoup un peu de gestion, de parcours et tout ça. Et maintenant, parce que je pense que ça va aussi intéresser, peut-être même plus que le reste, voilà, d'où viennent ton inspiration, comment tu travailles sur tes projets. Donc, ton style, il est très coloré, très, je sais pas comment on pourrait le définir, très vivant, très punchy. Enfin, punchy, je sais pas si c'est le terme, mais bon, avec beaucoup d'animaux, etc., beaucoup de couleurs. C'est quoi tes sources d'inspiration? Mes sources d'inspiration, c'est en premier forcément c'est la nature, Mm. les animaux, les plantes. J'ai toujours adoré la nature, ça m'a toujours fascinée. Donc du coup c'est un peu mon inspiration numéro un. Ouais. Après, il y a aussi l'astronomie qui m'inspire énormément parce que c'est pareil, c'est une de mes autres passions. Ouais. Donc tout ce qui est les planètes, les étoiles, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez récurrente dans mes thèmes de travail. Et après, les femmes aussi, forcément, la mode. Enfin voilà, c'est un peu mes thèmes de prédilection, on va dire. Et tes dessins, donc tu les fais toujours de manière numérique, digitale, ou tu passes par une phase de croquis Alors quand je dis toujours, c'est parce que c'est l'impression que j'ai en regardant ton travail, mais ça se trouve c'est pas du tout ça. Dis-moi. Non, mais du coup, c'est ça. Je fais C'est du ça? dessin numérique enfin, principalement. J'ai commencé au tout début, je faisais de la peinture. Je faisais que de la gouache, en fait. Mhm. Et au final, j'ai ma meilleure amie qui m'a donné une tablette graphique. Et c'est c'est vraiment le moment où je suis passée au numérique et j'ai plus jamais lâché. Mhm. Parce que finalement, c'est quand même hyper pratique et puis ça permet vraiment une infinité de possibilités, de rendu, de textures. Enfin, c'est quand même vraiment un outil formidable. Et du coup, maintenant, je fais rarement des croquis sur papier. Mhm. Ça m'arrive, mais en général, c'est plus des petits gribouillis que vraiment des croquis, quoi. C'est plus pour mettre une idée, enfin, la sortir de ma tête et la mettre quelque part. Ouais. Et du coup, je travaille sur mon iPad directement. C'est avec Procreate par exemple ou? J'utilise soit Procreate ou Adobe Fresco. D'accord. Ça se ressemble un peu dans le style d'application. Et ouais, du coup, c'est vraiment mon outil de travail principal maintenant. D'accord. Et dans tes projets avec les clients, tu passes par une phase où tu vas faire valider une première maquette entre guillemets, un premier croquis, quelque chose d'encore pas très précis, ou tu vas cash et tu fais quasiment ta créa comme elle est, enfin quasiment terminée quoi. Tu passes Euh, par des étapes en fait de validation, tu vois. ouais, en fait, ça dépend vraiment des projets. Ouais. Par exemple, les gros projets du type livre ou alors vraiment quand on te demande vraiment beaucoup d'illustrations, là, je passe toujours par une phase de croquis. Mhm. Une fois que c'est validé, je peux passer à la couleur. Enfin, histoire de pas perdre trop de temps s'il faut tout recommencer, quoi. Ouais. Donc, en fait, quand c'est des projets conséquents, il y a toujours une phase de croquis. Et après, ça dépend aussi du client. Il y en a qui veulent valider l'idée, le croquis avant de continuer. Mhm. Et il y a les autres clients qui sont du genre fais ce que tu veux. Enfin, genre t'as complètement carte blanche, donc du coup là, je vais Ouais. pas faire de croquis quoi.
ça dépend vraiment le projet. D'accord. Et tu as contribué à combien de livres? Alors pour le moment, j'en ai fait un. D'accord. Du coup, c'est Edith, sur la vie Oui. d'Edith Piaf, Ouais. avec les mini confettis. Et voilà, pour l'instant, j'en ai fait qu'un. D'accord. Et là, je vais bientôt repartir dans des projets éditoriaux, donc Super. pas forcément des livres, mais Ouais. Bon, dans cette idée-là, ça ouais. marche. Est-ce qu'au niveau de ta pratique créative, hein, tu vois que tu évolues ou il y a des choses voilà, qui te tentent et que tu voudrais essayer? Je dirais que j'ai pas, en fait, je me sens pas forcément frustrée ou bloquée de rester dans ma pratique, enfin de dessiner sur mon iPad. Du coup, j'ai pas forcément, enfin, je ressens pas forcément le besoin d'essayer d'autres choses, en tout cas pour l'instant. Et après, c'est vrai que à côté de mes projets clients, je fais quand même de la peinture de temps en temps. Là dernièrement, j'ai fait de la sérigraphie, par exemple. Enfin, du coup, je fais quand même d'autres choses à côté, donc, enfin, je ressens pas le besoin d'évoluer. En tout cas, pour le moment, je me sens bien comme où l'on se trouve. Donc, ce que tu fais actuellement, oui. C'était juste pour toi savoir si tu te projetais déjà un petit peu dans la phase d'après, parce que il me semble que tu vois ça fonctionne un peu par cycle et qu'il y a des fois où on va passer à autre chose mais enfin toi vu que t'es encore jeune ça fait très ça fait voilà, je veux pas que ça fasse condescendant quand je dis ça, Non. mais tu vois nécessairement je sais pas si tu te vois exercer en freelance, par exemple, toute ta vie, ou si tu te dis, bon, bah après, je sais pas, quand j'aurai 40 ans, je ferai autre chose et j'irai élever des chèvres dans le Larzac. Tu vois, voilà. Ouais, je vois. T'as déjà un petit peu réfléchi à, peut-être pas sur ta pratique créative, mais voilà, sur après, quoi. Alors, pas du tout. Parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui vit mais au jour le jour à 100%. Et du coup, je m'imagine même pas qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois. Du coup, pour moi, c'est impossible de m'imaginer dans 5-10 ans. Donc, en fait, je laisse le temps faire les choses, les événements arriver. Et voilà, ça me mènera où ça me mènera. Mais c'est vrai que je me projette jamais, jamais. Et alors, sur l'aspect financier, comment tu te sens par rapport à cette comment dire, c'est pas tellement de l'instabilité ou de la précarité, c'est pas du tout ça, mais toi comment tu te sens par rapport au fait que bah tu es la seule actrice finalement de ton évolution professionnelle, de cette garantie financière justement, etc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est par opposition à quand tu es salarié, où bon évidemment un contrat de travail ça s'arrête aussi, mais tu vois, tu as cette sécurité entre guillemets où tu sais que tu vas avoir ton salaire tous les mois, etc. Comment le fait que tu n'aies pas connu ça et que tu aies toujours été freelance, est-ce que bah du coup peut-être que ma question est débile parce que tu n'as pas connu, Non. tu vois, tu peux pas te dire ah bah si, mais tu vois ce que je veux dire, est-ce Oui, que je tu vois vois complètement. c'est un peu cette sécurité financière qui est jamais très sécurisée, hein, mais tu vois comment tu te sens par rapport à ça? Alors, bah du coup, effectivement, comme tu disais, vu que j'ai jamais été employée et que j'ai jamais connu forcément une certaine sécurité financière, en fait, c'est pas quelque chose qui me stresse. C'est plus un moteur, même pour moi, je dirais, qui me pousse à vraiment travailler beaucoup, quoi, pour pas être stressée par ça, justement. Du coup, au début, je pense que ça a été une sorte de moteur pour me dire, bah, de toute façon, t'as pas le choix d'y arriver, sinon, enfin, t'as pas le choix, quoi. Il y a pas de sinon, en fait. Oui, il n'y a pas de plan B Ouais, et c'est c'est ça, il y a ça, pas de quoi. plan B. Ouais. Et du coup, je pense que ça m'a aidé vraiment à mettre tout en place, en fait, pour que ça se passe bien. Ouais. Et, maintenant, j'ai la chance de vivre très bien mes dessins et du coup, c'est plus trop quelque chose j'y pense jamais en fait. Mais par contre, ce que je me disais là, je me disais ça encore hier. Parfois, je me sens un peu enchaînée par contre, dans le sens où j'aimerais par exemple des fois me dire bon bah pendant 2 mois je pars en voyage, enfin je coupe tout, mais sauf que je me dis ouais mais c'est un peu compliqué en fait de disparaître comme ça pendant une longue période quand t'es à ton compte parce que
bah t'as peur un peu de rater des des projets opportunités. chouettes, ouais c'est ça, des opportunités ou enfin du coup je me sentais un peu bloquée juste sur cette partie on va dire. Mais sinon, ça va. Bon, les voyages en ce moment, c'est pas non plus Oui, de toute l'éclate. façon, c'est pas la période. Mais bon, pour après, oui, je comprends de dire, bon, bah, vu que de toute façon, tu ne peux compter que sur toi, qu'est-ce qui se passe si tu t'absentes 2 mois, quoi. Ouais. Mais bon, après, ça va. Après, l'avantage peut-être aussi, c'est que tu peux travailler n'importe où, donc tu peux peut-être pas prendre 2 mois off, mais si tu as envie d'aller travailler 2 mois, je sais pas, en Amérique latine, peut-être que c'est jouable. Oui, ça par contre, c'est vrai que c'est un énorme avantage du freelance et du fait d'avoir pas besoin forcément de matériel spécial. Du coup, c'est vrai qu'on peut travailler de n'importe où, donc pourquoi pas à envisager si un jour, enfin quand ça va s'améliorer. Ça va forcément s'améliorer. Oui. Ok. Donc du coup, t'es pas trop stressée sur l'aspect financier, c'est super bien parce que franchement, je pense que, alors parmi les auditrices, il y a, je pense, plein de personnes qui veulent pas spécialement se lancer, etc. Mais toutes les auditrices, je pense qu'elles font au moins une pratique artistique, tu vois, au moins de la peinture ou de la couture ou la broderie, etc. Donc évidemment toutes ne veulent pas se lancer, mais je pense qu'il y en a une grosse partie d'ailleurs, j'en sais rien, faut que je fasse un sondage, mais il y en a une petite partie, qui certainement se dit bon, je ferais bien autre chose de mon emploi peut-être salarié, et donc j'aimerais bien me lancer, tu vois, professionnaliser une activité autour des créas que je fais et tout ça. Et je pense que cet aspect financier, il est vraiment hyper comment dire, freinant, quoi. Enfin, tu vois, c'est tellement important parce qu'évidemment, bah, il faut bien vivre et tout ça. Oui, c'est sûr. Et puis bon, bah, si t'as des enfants et tout ça, éventuellement un appart, hein, une maison, bon, bref, je vais pas vous faire le portrait complet, mais je pense que vous avez l'idée. Bah forcément, tu vois, l'argent, c'est vraiment la bête noire, quoi, le truc sur lequel on concentre pas mal d'attention. Et donc, je trouve ça super chouette de se dire, bah voilà, il y a plein, j'en sais rien, mais il y a des gens comme toi qui en vivent, dont c'est leur métier et qui, voilà, pour lesquels ça se passe très bien. Et c'est super chouette en fait, vraiment bien. Bravo. Bah ouais, c'est vrai que c'est cool, mais après je comprends que par exemple quand on a investi voilà par exemple dans une maison, qu'on a des enfants et tout, c'est peut-être plus compliqué de tout lâcher pour se lancer quoi. C'est sûr que moi je me suis lancée toute seule après mes études, j'avais rien à perdre, on va dire. Ouais, c'est ça, t'avais Donc pas de du coup, contraintes ouais, c'est ça. particulières, ouais. Donc forcément c'est beaucoup moins stressant, j'imagine. Bon, alors même si tu te projettes pas dans 3 mois ou dans très longtemps, est-ce qu'il y a des projets dont tu peux nous parler qui vont se faire, ou alors des envies que tu aurais de justement de projets qui sont pas encore faits, mais ça peut peut-être être, tu sais, comme quand on parle de choses qu'on aimerait qui se passent et de les dire à haute voix, ça rend un peu les choses un peu plus concrètes. Oui, c'est vrai. Dans les projets sur lesquels je suis en train de travailler et qui du coup sortiront bien plus tard dans l'année, je suis en train de travailler en ce moment avec une chocolaterie. Du coup pour Noël, donc Ah oui. ça c'est pas maintenant quoi. En plus ça fait plusieurs mois que je travaille dessus, donc c'est marrant. Genre, c'était pas encore Noël que je travaillais sur celui d'après. Ah ouais. Donc des fois oui c'est marrant un peu les décalages. Et Ouais. du coup, ouais, je travaille sur un calendrier de l'Avent et des packaging pour Noël prochain. Super. Donc ça, c'est hyper cool. Du coup, j'ai pu visiter la chocolaterie. C'était hyper intéressant. J'ai mangé plein de chocolat. C'était trop bien. Donc ça, c'est un chouette projet que je suis en train de faire. Après, j'ai un projet qui sera autour de la méditation. Donc ça ce sera un projet éditorial qui sortira vraiment plus tard aussi. Et je travaille sur un livre de coloriage en ce moment pour un hôtel parisien.
pour un club enfant d'un hôtel. Du coup, ça c'est pareil, ce sera pas pour tout de suite, mais du coup, c'est un peu les sujets sur lesquels je suis en train d'avancer en ce moment. Et sinon, des projets que j'aimerais faire, je pense que j'aimerais faire beaucoup plus de collaborations dans la mode. Ouais. Beaucoup plus du vêtement. C'est vraiment quelque chose que j'adore et j'aimerais vraiment développer cette partie. Donc comme la jupe longue voilà, que tu avais fait. Ouais, d'accord. Ouais. C'est ça, ouais, j'aimerais vraiment faire une collection, des chemises, enfin tout avec des motifs. J'aimerais vraiment trop faire ça. Et peut-être quelque chose que j'aimerais faire, c'est peindre des murs. Ouais, des grandes j'ai fraises. jamais fait, ouais, c'est ça, de grandes fraises sur des grands formats, donc ça c'est quelque chose. Je me dis ça peut être chouette. Ouais. Ah, puis alors là, ça prend une autre dimension, hein. C'est plus du tout digital, ni même quand tu fais les impressions. Ouais. Enfin, c'est tellement grand et tout. Ouais, ça doit être quelque chose, ouais. Ouais, c'est clair. Bon, bah donc des beaux projets. Et qu'est-ce que tu fais quand tu travailles pas? Est-ce que tu arrives, par exemple, à dire à 18h, bon bah c'est bon, allez, je passe à autre chose et je pose mon cerveau professionnel et je fais quelque chose pour moi. Et le week-end, par exemple, aussi. Ah oui, non, malheureusement. Je suis vraiment pas, j'arrive pas à déconnecter à 100%. Enfin, c'est surtout quand j'ai des projets en cours, notamment des gros projets qui du coup me mettent quand même une petite pression. En général, là, j'arrive pas du tout à déconnecter. Du coup, je travaille le soir, le week-end. Enfin, j'arrive pas à arrêter quoi. Parce que sinon ça me stresse en fait. J'ai l'impression de prendre du retard et je vois un peu la pression arriver sur moi, donc je me dis oula. Donc ouais, j'ai du mal à décrocher. Et est-ce que dans la journée, tu arrives aussi à te dire bon bah là je commence à 10h ou à midi, tu vois, tu travailles pas de la matinée ou tu vois parce on a aussi un peu ce fantasme entre guillemets de se dire bah si j'étais à mon compte, je pourrais organiser mon temps comme je veux, etc. Tu vois, mais est-ce que dans la réalité, c'est vraiment quelque chose qu'on fait ou est-ce que finalement bah non, on travaille quand même de 8h30 ou 9h jusqu'à 18h, voire le soir, voire les week-ends? Non, en tout cas pour moi c'est vrai, j'ai vraiment un rythme quand même à la cool. Enfin du coup même si je travaille plus tard ou des fois un peu le week-end, genre je commence jamais avant 10h. Ouais. Du coup ça va, c'est plutôt chouette. Et en plus c'est pas un rythme de travail ultra soutenu. Enfin il y a plein de moments dans la journée où voilà en plus je suis avec les filles donc dans le bureau, donc voilà on va discuter, on va regarder une vidéo, on va boire un thé pendant 1 heure. Enfin du coup c'est quand même hyper à la cool, en tout cas pour moi, la vie de freelance, même si je travaille beaucoup dans le sens plage horaire, ça n'a rien à voir quand même par rapport à une vie d'employé, je pense. Enfin, on peut quand même vraiment s'aménager son temps, histoire de se sentir bien dans la journée, quoi. Si on a envie de faire une pause, on fait une pause. Si on a envie de sortir, on peut sortir. Enfin, c'est quand même cool. Ah ouais, si t'as un rendez-vous à 15h, bon bah Oui, tu pars à 15h. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Tu te fais pas des nœuds au cerveau, quoi. Ouais. Non, voilà, c'est ça. On peut quand même vraiment organiser toute sa vie plus facilement, je pense. Ouais, mais c'est chouette, mais enfin, pour moi, ça va forcément avec, quoi, qu'il faut que, tu vois, cette liberté que te donne justement ce statut, tu puisses aussi vraiment l'utiliser et pas travailler, comment dire, comme une forcenée tout le temps, parce que ça peut pas tenir, en fait, dans la durée. Ben ouais, c'est ça, je suis complètement d'accord. Genre, je me mets pas forcément des contraintes pour les horaires ou je me fais pas de planning, de trucs comme ça. Donc je vis vraiment au jour le jour et c'est pareil pour mon travail. Pour autant, je suis jamais en retard ou quoi que ce soit, mais on va dire que je me stresse pas en fait avec des choses à faire à telle heure. Oui. Enfin ouais, j'essaye vraiment de profiter à fond de la liberté de ce statut, quoi. Ça, c'est Est-ce que t'as quand même une to-do list où tu te dis bon bah là il y a ça et puis tu rayes ou non t'es plus j'essaye.
En fait, je note, on va dire, les échéances Ouais. dans mes to-do list, dans les objectifs du mois. On va dire, je vais noter, tel jour, là, il y a le rendu de tel projet, mais je vais pas me marquer tous les jours, faire un dessin, avancer cette partie. Genre, ça va se faire à peu près naturellement, on va dire. Je sais qu'il faut que je le fasse à tel moment. Parce qu'en fait, ça me stresse. J'ai déjà essayé de me faire vraiment des to-do list. Parce qu'en plus, je suis un peu parfois des conseils de de filles en freelance qui essayent justement d'aider à s'organiser mieux. Du coup, je suivais un peu les conseils de vraiment avoir des to-do list bien organisées, bien précises et tout. Mais en fait, ça me stresse parce que dès que j'arrive pas à faire un objectif, je me sens complètement dépassée. Du coup, oui, et très culpabilisée. Du coup, je me dis, oh non, j'ai pas réussi à le faire, ça va pas du tout. Ouais. Donc tu n'utilises pas d'outils spécifiques pour ça, etc. T'as une approche beaucoup plus libre, ou je sais pas comment on pourrait dire, mais Ouais, pas. ça, ouais. Ouais. Mais Plus après, artistique. oui, c'est ça. Après, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, pas du tout. Non, mais je pense qu'il faut trouver ce qui nous Ouais, correspond voilà, en c'est fait. exactement ça. Bon, eh ben super. Est-ce que sur ton temps libre, tu pratiques d'autres arts créatifs je sais pas, tu travailles le tissu, le fil, je sais pas, quelque chose qui ne serait pas directement, tu vois, lié à ton travail et qui te permette de t'évader un peu. Alors non, malheureusement, d'autres choses créatives, non, parce que c'est vrai que pareil, j'ai tendance à un peu me culpabiliser si j'ai rien à faire et que je dessine pas. On va dire que si j'ai du temps libre, je vais dessiner, quoi. Ouais. Donc non, j'ai pas d'autres activités créatives. Non. Et donc, du coup, tu dessines plus ou moins tout le temps, ou il y a quand même aussi des fois où tu fais rien et que, enfin, genre, tu regardes la télé ou tu lis un livre ou j'en sais rien, ou des séries ou des... Ah oui, et si, il faut que tu me racontes quel type de podcast tu écoutes, parce qu'on en a parlé 3 secondes avant de lancer l'enregistrement. Oui, Et donc, du coup, j'aime bien écouter des podcasts d'horreur en travaillant en plus. voilà. Et qui ne se reflète pas du tout dans ton travail graphique, quoi. Oui, c'est ça. Heureusement, ça se voit pas dans mon univers. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup. Par exemple, j'adore les films d'horreur aussi, les jeux d'horreur. C'est vrai que c'est un peu en décalage avec mon travail ou ce qu'on peut voir dans mes dessins, mais justement, c'est rigolo. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'on en reparle, parce que tellement à l'opposé, c'est trop rigolo. Et donc, je sais pas, peut-être que tu regardes aussi des séries, des livres, enfin, tu les regardes Oui. pas tu regardes pas les livres, mais tu les lis. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps libre? Du coup, dans mon temps libre, en général, je regarde des séries ou des reportages, des vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup. Ou sinon, je joue aux jeux vidéo aussi. Ouais. Ou voilà, c'est à peu près les activités qui peuvent m'occuper si vraiment j'ai rien à faire et que j'ai pas du tout envie de dessiner. Parce que ça arrive quand même. Et est-ce que entre deux périodes, non, finalement, tu dessines un peu tout le temps, parce que tu sais, tout à l'heure on parlait justement aussi hors enregistrement de Cécile de Coucou Illustration, et Cécile, entre deux périodes où elle dessine pas, qui peuvent lui arriver, tu vois, de quelques semaines ou de vacances, autre chose comme ça. Du coup, elle a un peu du mal à s'y remettre. Elle trouve que tu vois, elle se remet un peu en question en disant mais est-ce que je sais encore faire, etc. Est-ce que ça te fait ça aussi? C'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que je me suis Jamais jamais vraiment arrêté. Ouais. Après, ça fait 2 ans, j'ai pas fait de pause. Après, il y a des moments où j'arrête de dessiner pour moi. Enfin, de faire des illus perso parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Et du coup, c'est vrai que je peux avoir, par exemple, du mal à trouver des idées pour faire des dessins pour moi-même, quoi. Euh, mais bon, ouais, sinon, j'ai jamais fait trop de pauses où j'arrête vraiment de dessiner. Donc, ouais, je sais pas trop pour le moment.
Au niveau des séries ou des jeux vidéo, tu en as, tu as des préférés. J'aime bien ce type de questions parce que ça permet aussi de te connaître un peu mieux. Alors, du coup, les séries, j'aime bien les trucs d'horreur aussi. Ouais, Par exemple, il y a une série que j'aime beaucoup, American Horror Story, d'accord. Walking Dead, les choses comme ça, j'aime bien. Ou sinon les choses humoristiques mais un peu absurdes, par exemple The Office. Ouais. C'est vraiment ma série préférée. Enfin, ça me fait vraiment trop rigoler. Mhm. Et les jeux vidéo, j'aime beaucoup les jeux vidéo. J'y joue depuis que je suis toute petite. Ouais. J'ai toujours eu une console à la maison parce que j'ai des grands frères et des grandes sœurs, donc du coup j'étais là quand ils jouaient quoi. Et du coup j'aime bien les jeux d'aventure où on va vraiment suivre des personnages dans des beaux paysages, des belles histoires. Enfin c'est un peu genre des jeux qui vont se rapprocher peut-être de ce qu'on pourrait trouver dans les livres quoi, vraiment des D'accord. mais vraiment du coup avec les images et le fait de pouvoir jouer, mais c'est en général ouais c'est des choses très travaillées avec un superbe scénario et des belles histoires, donc ça c'est cool. Ok, bon bah super. Et alors, si tu te retrouves sur une île déserte, j'aime bien cette question parce qu'il y a toujours un peu con, mais je sais pas pourquoi j'aime bien. Si tu te retrouves sur une île déserte, t'emmènes quoi? Alors j'ai un peu honte de dire ça, mais je pense que j'emmènerais mon téléphone. Non, Parce on me l'a déjà dit plein que de fois. c'est vrai que finalement j'y passe quand même beaucoup de temps, rien que par rapport aux réseaux sociaux, Instagram notamment. C'est vrai que je l'ai tout le temps sur moi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça c'est un peu le cas de beaucoup de gens maintenant, quoi. Et t'emmènes quoi d'autre? C'est tout? Juste ton téléphone? Ouais, juste mon téléphone. Ça fait tellement de choses un téléphone. C'est vrai. Non, peut-être, je sais pas, un petit garde-manger quand même parce que Ouais. j'adore manger. T'es plutôt sucré, salé? Plutôt salé quand même. Bon. Donc t'emmènes quoi? Du fromage, du saucisson? Ouais, Sur- voilà, D'accord. tout à fait, dans la planche apéro. Bon, t'emmènes pas ton iPad? Oh, je sais pas. Non, quitte à être sur une île déserte, Ouais, tu profites. autant rien Tranquille. faire. Y a pas de. Ok, ça marche. Et de quoi tu es la plus fière aujourd'hui, Laura? Je pense que c'est vraiment d'avoir réussi à vivre de ma passion en fait, et d'avoir tout construit toute seule, de A à Z sans l'aide de personne quoi. Ça c'est, je pense que c'est vraiment le truc qui me rend vraiment le plus fière, quoi. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Je pense que tu peux l'être, effectivement. Hein. C'est super chouette tout ce que tu as construit et t'es tellement jeune que alors, c'est hyper condescendant. Hein. C'est vraiment, t'es tellement Ça jeune. commence à être beaucoup là. Non mais, non, mais je vais sur mes 40. Alors, tu sais, c'est pour ça que ça me travaille, cette histoire d'âge. C'est la bascule. Non, non, mais en fait, je trouve ça tellement chouette que tu aies pu aller justement au bout de cette idée et d'être là où tu es aujourd'hui. Et tu vois, parce que souvent, encore une fois, bon, si je fais référence aux épisodes précédents, c'est beaucoup de personnes qui se sont autorisées quelque part à faire ce qu'elles voulaient faire, souvent en premier lieu, Ouais. mais bien plus tard, quoi. Tu vois, déjà après 10, 15 ans ou des fois un peu plus de travail dans un autre métier. Et Ouais, donc, du coup, tu vois, je trouve ça vachement chouette. Et tu vois, je pense aussi par rapport aux enfants. Moi, j'ai deux filles et donc je me dis, il faudra que je sois attentive à ce qu'elles ont vraiment envie de faire tout de suite pour pas qu'elles aient, tu vois, qu'elles aient besoin d'attendre 30, 35 ans ou 40 ans pour finalement faire le métier qu'elles veulent faire, quoi. Donc, oui, voilà. oui, c'est vrai, je comprends. C'est vrai que les métiers créatifs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer vraiment dedans parce qu'il y a cette peur, dont on parlait tout à l'heure, un peu d'instabilité, notamment financière. Mhm. Mais enfin, faut se dire que c'est vraiment possible d'en vivre et d'en vivre très bien. Mhm. Et du coup, faut vraiment pas avoir peur
de se lancer, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aurais jamais pensé de devenir illustratrice. De toute façon, déjà, comme je t'ai dit, je vis un peu au jour le jour, donc je me suis jamais dit que ça serait possible à un moment. Et surtout que j'ai pas forcément le profil un peu, enfin, on va dire un peu cliché de l'enfant, par exemple, qui dessine depuis qu'elle est toute petite et que c'est mon rêve d'être artiste. Ça s'est vraiment fait un peu au fur et à mesure, quoi. C'était pas forcément un objectif quand j'étais plus jeune, on va dire. Mmh. Donc du coup, ouais, c'est chouette. Et après, je pense que faut surtout s'écouter parce que moi, par exemple, pendant mes études, j'ai eu des professeurs, par exemple, qui ont essayé de me dire que je savais pas dessiner et que c'était pas, je devrais pas faire ça, quoi. Ouais, cool. Genre fais pas ça. Ouais. Et du coup aussi, ouais, faut vraiment pas écouter les autres si ils comment dire, s'ils vous poussent pas à avancer dans ce que vous voulez faire, quoi. Donc Alors justement, si tu as un conseil que tu donnerais à des illustrateurs en herbe ou pas, mais peu importe le domaine créatif, mais ça serait ça, c'est vraiment de s'écouter et dire il faut y aller si c'est votre rêve. ouais, voilà, c'est ça. Faut vraiment se faire confiance et faut montrer son travail. Ça aussi, c'est vraiment un conseil numéro 1. Faut vraiment montrer son travail. Essayer d'être présent sur le plus de plateformes possibles, quoi, pour donner aux gens plus de chances de découvrir votre travail et surtout pas écouter les gens qui sont pas bienveillants, quoi. Ok, bon, écoute, super. J'espère que le message est passé et que, tu vois, il y a des personnes qui vont dire, allez, go, je me lance. C'est parti. Parce que souvent, par exemple, sur Instagram, moi je consomme beaucoup Instagram et on voit beaucoup d'illustrateurs, d'illustratrices. Mais par exemple, c'est pareil, on parlait d'Elodie tout à l'heure, Elodie Illustration sur Instagram. Finalement, elle dit qu'il y a de la place pour tout le monde. Toi, t'es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis complètement d'accord Ouais. avec Elodie. Tout le monde a un style différent de toute façon. Du coup, je veux dire, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a tellement de besoins d'illustration que ce soit pour des marques, pour de la communication. Il y a vraiment de la place et du coup, faut vraiment pas se sentir. Il faut se dire que c'est possible, quoi. Il y a aucun problème. Ça, je suis complètement d'accord avec elle. Ça, c'est sûr. Bon, écoute. Allez, on espère que, voilà, vous êtes motivés à bloc et que 2021 est votre année. Ouais, on espère. Bon, écoute, merci mille fois, Laura, pour ton temps. Merci à toi. Voilà, c'était super chouette d'en apprendre un peu plus sur toi et de te découvrir et de découvrir ce côté dark qu'on n'aurait pas soupçonné. Bon, voilà, merci encore pour ton temps et puis on te retrouve évidemment sur Instagram et puis sur ton site lauralbillier.fr. C'est ça. Bon, super. Merci beaucoup, Laura. À très vite. Merci. Me revoici. J'espère que cet échange avec la douce Laura vous aura plu. Je vous invite à découvrir les autres épisodes. Il y a de grandes chances que vous connaissiez déjà quelques-unes de mes invitées précédentes. Et sinon, ce sera l'occasion de découvrir d'autres artistes. Pour les coulisses du podcast et pour poursuivre les échanges, je vous donne rendez-vous sur Instagram, sur le compte Podcast Fait Main. Pour écouter les autres épisodes, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, mais aussi sur ma chaîne YouTube et sur mon site podcastfaitmain.fr. Et si mon travail a de la valeur pour vous, soutenez-moi sur Tipeee, la plateforme de financement participatif qui permet de rémunérer les créateurs de contenu. Le lien direct vers mon compte est dispo sur mon site ou sur ma bio Instagram. Bon, sinon vous pouvez aussi directement aller sur Tipeee, ça s'écrit T-I-P-E-E-E, il y a 3 E, .com et vous cherchez Fait Main. Voilà, je vous remercie. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de créer. À bientôt!